Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui décode les enjeux de la compétition économique mondiale. Alors le concept porte un nom un peu barbare. Les militaires appellent cela le continuum défense-sécurité. En fait, c'est simple. Cela veut dire que la frontière entre la sécurité et la défense disparaît peu à peu. Sur le plan des affaires, le continuum défense-sécurité signifie que l'industrie militaire va vendre les mêmes équipements aux forces civiles et aux unités militaires. Avec la baisse des budgets de défense et la menace plus ou moins entretenue sur le terrorisme, les industriels ont intérêt à se positionner pour capter tous les marchés. Les anglo-saxons l'ont très bien compris, ils sont partis les premiers. Ils partent donc avec une légère longueur d'avance sur les autres, mais les Européens se réveillent, comme ont pu le constater nos journalistes à Eurosatory, le salon de l'armement terrestre qui avait lieu en juin 2010 à Paris. Un reportage d'Hermine Mosé et de Sylvain Rousseau. À Eurosatory, le premier salon de l'armement terrestre, les cols blancs sont largement plus nombreux que les hommes en vert, le signe que l'industrie de défense doit s'adapter. Aujourd'hui, les budgets militaires stagnent, alors il faut trouver d'autres sources de financement. Ça tombe bien, cette année, la mode est au nouveau concept de continuum sécurité-défense. Autrement dit, le matériel militaire peut tout à fait servir aux civils et vice-versa. Les anglo-saxons ont une légère avance. Industrie militaire et industrie de la sécurité civile sont réunis dans le même syndicat. Il n'y a plus vraiment de distinction entre défense et sécurité. Les distinctions sont de moins en moins évidentes. Et parce que c'est moins clair, notre gouvernement a décidé de travailler sur un rapport sécurité stratégique et défense. Ce rapport nous a permis d'avoir une vue d'ensemble pour ensuite évaluer nos capacités à gérer la menace. Petite illustration du concept, prenons ces véhicules de la marque Panhard, présentés par son PDG en personne. Ici, vous avez un PVP version armée et vous avez en bleu ici un PVP qui est exactement le même véhicule en version gendarmerie qui permet aux gendarmes qui, dans certains cas, se trouvent confrontés à des situations comparables aux situations que rencontre l'armée, d'être protégés au même titre que s'ils employaient des véhicules militaires stricto sensu. Deuxième exemple, les tenues. Qu'on soit militaire ou policier, seule la couleur change. Et quand on demande au responsable de la société Protecop comment il a gagné le marché de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il n'hésite pas une seconde. C'est très simple, c'est la qualité. Parce qu'on n'est pas donné, on n'a pas cette réputation-là, donc ces matériels-là sont chers. Ce ne sont pas des copies, ce sont des originaux, il y a des brevets dessus. Donc toute cette recherche et ce développement, ça coûte très cher, ça se finance. Mais au bout du compte, on l'emporte grâce à la qualité. On a même droit à une démonstration sur l'utilisation des tenues. Le Made in France, meilleur que le Made in USA. Les Américains, en matière de contrôle de foule et de maintien de l'ordre, ils ne savent pas faire du tout. Et leurs équipements, je dirais, sont à la mesure de leur non-savoir-faire en la matière. Pourtant, les Américains parviennent à capter les meilleurs marchés dans ce fameux domaine qui mêle défense et sécurité. Ils l'ont prouvé lors du tremblement de terre en Haïti. En 2008, ils ont vendu pour plus de 744 millions de dollars de prestations pour la sécurité à l'ONU. Plus d'un quart du budget total. Loin, très loin, le Royaume-Uni et la France font 7 fois moins bien que Washington. Alors forcément, les concurrents européens veulent conquérir ces marchés. D'où les appels du pied des responsables de l'Union européenne. Justement, sous cette pression des budgets et de la rigueur qui va s'imposer, il y ait une incitation encore plus forte d'une part, à ce que les Européens travaillent ensemble, et puis là aussi de bâtir, comme ça se fait par exemple aux États-Unis, beaucoup plus fortement sur l'interaction entre les programmes civils et les programmes militaires. La mission est claire, l'industrie de défense européenne devra se mettre en ordre de marche. Bien avec moi sur ce plateau, Jean-Albert Epitalon, bonjour, général, directeur des affaires internationales au GICAT. Le GICAT, c'est le groupement des industries françaises de défense terrestre. Allez, avec vos mots, c'est quoi le continuum défense-sécurité ? Alors,
le concept, il faut se rapprocher du livre blanc. En 2008, les menaces aux frontières ont disparu depuis 10 ans. Et depuis 2001, les frontières entre les menaces ont disparu. Donc, on globalise concept et, j'allais dire, application en mettant bout à bout défense-sécurité. Avant, il y avait défense à l'extérieur du territoire, sécurité à l'intérieur du territoire. Maintenant, on a défense et sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Pour être clair, c'est un concept qui vient de la réflexion des états-majors. C'est une réflexion politique, c'est ça ? C'est une réflexion politique demandée par le président de la République à son arrivée au pouvoir en 2007 et mise en œuvre par les états-majors, essentiellement le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui touche à la sécurité nationale sur l'intérieur des frontières, sécurité du territoire, et pour la défense, pour ce qui ressort du continuum défense-sécurité à l'extérieur, puisque les gendarmes sont employés dans des missions de maintien de la paix et de formation, par exemple en Afghanistan, de leurs confrères gendarmes afghans. Alors, concept stratégique, politique, qui descend sur le terrain au niveau industriel, ça veut dire quoi au niveau industriel ? Il y a du business à se faire ? Oui, il y a du business à faire. Très clairement, les industriels de la défense, du secteur défense, ont des budgets qui vont être, j'allais dire, contenus, pour ne pas dire réduits, dans les années à venir, avec les mesures budgétaires imposées par Bercy et par Bruxelles. Il faut donc élargir les compétences et profiter de l'expertise de ces industriels sur un certain nombre de produits, de technologies et de systèmes du monde de la défense qui sont duals et utilisables dans le monde de la sécurité. Et ça, c'est facile pour un industriel de vendre à la fois pour les militaires et de vendre pour les civils ? Je pense que les industriels ont des réseaux qui leur permettent d'adresser aussi bien chez nous le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Défense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, notamment dans les zones Afrique, Maghreb, Moyen-Orient, où c'est le même ministère qui va gérer les budgets de défense et de sécurité et qui aura les mêmes unités à équiper pour la sécurité aux frontières, la sécurité à l'intérieur du pays, des infrastructures et éventuellement des transports. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de technologie ou de services, de produits ou de services qu'on vend à la fois aux militaires et aux civils ? Alors ça veut dire que, par exemple, pour avoir des armes non létales, nous allons avoir les mêmes produits qui vont être utilisés par les forces de gendarmerie ou de police et les forces armées lors des opérations de maintien de l'ordre, voilà, qu'on va avoir les mêmes postes radio qui auront été développés pour les militaires et pour les forces de sécurité à partir du moment où ils vont avoir besoin de la protection pour éviter d'être écoutés par, non plus l'ennemi, mais par les trafics, les bandes mafieuses, etc. Alors, Général, on a vu là dans l'enquête, les Américains, les Anglo-Saxons en général sont vraiment partis les premiers ? Ah oui, je crois que les Américains avaient sur le domaine défense les 5 plus grandes compagnies loin devant BAE Systems, le britannique, et Thales chez nous ou ADS. Cet effet, j'allais dire 1 à 5-6 pour les budgets de défense, on le retrouve dans votre reportage sur les budgets de sécurité, notamment pour les marchés de l'ONU. Je crois que le détonateur du 11 septembre a provoqué une véritable prise de conscience chez eux pour remettre la politique de sécurité, les moyens qui vont avec, et se repositionner, j'allais dire, en leader mondiaux sur les marchés de la sécurité. Et l'Europe continentale avec la France réagit quand ? On a vu que dans votre salon, dans le salon Eurosatori, qui est organisé par le G4, ouais. Donc vous aviez accentué cette problématique cette année. Je pense que les premiers Européens à avoir réagi, c'est les Britanniques, parce qu'ils avaient l'expérience de la lutte antiterroriste avec l'IRA, et une approche très pragmatique basée sur les capacités qui leur a permis de cerner les zones sur lesquelles il fallait faire effort en priorité et de mettre les moyens. Notamment, ils ont pu passer des trop gros contrats à leurs forces de police, aux pompiers, grâce à cette prise de conscience et à cette méthode. En France, on est un peu plus long. Je pense qu'on a été, j'allais dire, d'abord sur le concept, ensuite sur les mesures, j'allais dire, gouvernementales d'application. Et maintenant, nos industriels se sont organisés pour pouvoir répondre à des offres de sécurité sur les marchés intérieurs, puisque là, c'est un relais de croissance évident pour eux. À Bruxelles, parce que c'est la Commission européenne qui décide des marchés de sécurité de toute l'Europe.
aussi bien aux frontières qu'à l'intérieur de l'Europe, et puis sur les salons, à l'étranger, puisque c'est sur les salons en général qu'on commence à prendre les premiers contacts. Général, une question plus philosophique, politique. Est-ce que ça ne pose pas un problème de faire en sorte qu'on mêle à la fois défense et sécurité, un problème vraiment politique pour le coup? Est-ce que demain les militaires, en gros, vont aller dans les banlieues françaises pour régler les problèmes? Alors, il faut se rappeler qu'en France, sur le territoire national, la sécurité est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Donc les forces de police, de gendarmerie sont les premières à être déployées pour régler des problèmes de sécurité, y compris de maintien de l'ordre, sur le territoire national. Les forces armées ne sont en soutien et qu'en force de deuxième échelon, si on veut, pour leur prêter main forte, si vraiment il y en a besoin. Merci Jean-Albert Epitalon. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.